Pendant 30 ans, j'ai versé chaque goutte de mon être dans la construction de notre entreprise. J'ai commencé jeune homme, plein de rêves, mais écrasé par le poids des attentes de mon père. Les premières années ont été brutales. Des nuits interminables au bureau, des appels à froid qui se soldèrent par des portes claquées et des erreurs qui m'ont coûté sommeil et fierté. Mais j'ai appris, je me suis adapté. Année après année, j'ai transformé les échecs en tremplin, faisant croître notre petite affaire en un géant évalué à 149 millions d'euros. À chaque succès, j'espérais un signe d'approbation, un instant de fierté dans les yeux de mon père. Mais il restait stoïque, distant, me poussant toujours plus loin. Je me disais que c'était sa façon de montrer son amour, qu'un jour il reconnaîtrait l'empire que j'avais bâti de mes propres mains. Alors je travaillais plus dur, sacrifiant ma santé et ma vie personnelle au service de quelque chose de plus grand que moi. La défense devenait ma seconde maison. Je connaissais par cœur les couloirs de notre siège parisien, le rythme des réunions qui s'enchaînaient du matin au soir, le goût amer du café refroidi sur mon bureau. Mes collègues venaient et partaient. Des mariages célébrés, des enfants nés, des divorces prononcés. La vie des autres se déroulait tandis que la mienne se figeait dans l'attente d'une reconnaissance qui ne venait jamais. Ma femme Emmanuelle a fini par partir. « Tu es marié à ton travail », m'avait-elle dit un soir pluvieux de novembre. Elle avait raison. Je n'étais pas présent pour elle ni pour nos enfants. Alexandre et Sophie ont grandi en voyant leur père comme une figure distante, un fantôme qui apparaissait le dimanche pour disparaître avant l'aube du lundi. Parfois, je me demandais si je répétais les erreurs de mon père, créant ce même fossé qui m'avait tant fait souffrir. Mais je me persuadais que c'était différent, que mes sacrifices apporteraient une récompense tangible. Les années passaient, et chaque nouveau contrat décroché, chaque nouvelle filiale ouverte à Lyon, Marseille ou Bordeaux ne faisait qu'alimenter ma certitude. Un jour, tout cela en vaudrait la peine. Les chiffres gonflaient, mon nom devenait synonyme de réussite dans notre secteur. On m'invitait à des conférences, des dîners avec des ministres. J'étais devenu quelqu'un, mais toujours pas aux yeux de la seule personne qui comptait vraiment. À l'approche de mon 50e anniversaire, j'avais transformé notre entreprise familiale en un groupe international. Notre logo s'affichait sur les façades des immeubles de la capitale, nos produits s'exportaient jusqu'au Japon. J'étais certain que l'entreprise était mon héritage. Personne n'avait sacrifié plus. Personne n'avait prouvé davantage. J'étais prêt à enfin endosser le rôle que j'avais mérité. Pas seulement celui que j'avais construit, mais celui que je méritais. Le soir de mes 50 ans, seul dans mon appartement avec vue sur la tour Eiffel, je contemplais Paris illuminé. Je me sentais comme ces lumières, brillant de loin, mais froid et solitaire de près. Demain aurait lieu la réunion du conseil d'administration, celle où mon père, à 68 ans, annoncerait enfin sa retraite. Ce serait mon heure, enfin, la reconnaissance ultime. Je me suis servi un verre de Bordeaux et j'ai porté un toast silencieux à l'avenir. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être vidé la bouteille entière. La réunion familiale devait être une simple formalité. Je suis entré dans la salle du conseil, la poitrine serrée, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Mon père siégeait au bout de la longue table en chêne massif, son visage impénétrable comme à son habitude. Mon frère cadet Étienne était nonchalamment installé à ses côtés, comme s'il avait le moindre droit d'être là. Les grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur les toits de Paris. Ce bureau au dernier étage, je l'avais conçu moi-même lorsque nous avions racheté l'immeuble il y a 7 ans. C'était mon espace, mon territoire. Du moins, je le croyais. Puis, sans cérémonie, mon père prononça les mots qui me brisèrent. « Ton frère prendra la relève à partir de maintenant », dit-il, sa voix calme, comme s'il annonçait la météo. J'ai senti la pièce tanguer, les murs se rapprocher. 30 ans, et en un souffle tout était balayé. Les autres membres du conseil évitaient mon regard. Ils savaient, ils étaient tous au courant, sauf moi. Je fixais Étienne, qui avait l'audace d'esquisser un sourire compatissant. Lui qui n'avait jamais manqué un week-end à Deauville, qui arrivait au bureau après 10 heures et repartait avant 17 heures, qui avait enchaîné les échecs que j'avais discrètement couverts pendant des années. Ce même Étienne qui avait toujours eu l'oreille de notre père, ses sourires, sa fierté. J'ai commencé à trembler, la rage bouillonnant sous ma peau comme un fil électrique dénudé. Chaque instinct me hurlait de me battre, d'exiger une explication, de démolir cette salle pièce par pièce.
Mais je n'ai rien fait. J'ai ravalé ma fureur, forcé un sourire sur mon visage et acquiescé. J'ai félicité Étienne avec une poignée de main qui dissimulait à peine la tension dans ma poigne. Puis je suis sorti sans me retourner. Dans l'ascenseur, j'ai frappé la paroi métallique si fort que ma main a saigné. La douleur physique était presque un soulagement face à l'agonie qui me déchirait de l'intérieur. Comment avait-il pu me faire ça? Comment mon père pouvait-il balayer 3 décennies de dévouement absolu comme si elles ne valaient rien? En traversant le lobby, Marie-Claire, ma secrétaire depuis 20 ans, m'a regardé avec une expression qui m'a glacé le sang. De la pitié. Elle aussi savait. Tout le monde savait, sauf moi. J'étais le dindon de la farce, l'objet d'une humiliation orchestrée dans mon dos. Je me suis réfugié au Café des Artistes, notre repère depuis l'université. Pascal, mon ami de toujours, m'attendait. Il avait appris la nouvelle par ses contacts dans le milieu financier. Il préparait ça depuis des mois, m'a-t-il révélé en me servant un cognac. Ton père a convaincu les actionnaires qu'Étienne apporterait un souffle nouveau, qu'il était temps de moderniser l'entreprise. Je n'arrivais pas à comprendre. J'avais triplé notre chiffre d'affaires en 5 ans. J'avais développé la branche digitale que mon père trouvait si risquée au départ. J'avais négocié l'accord avec les Américains que tous croyaient impossible. Et maintenant, on me remerciait en me poussant vers la sortie. Il y a autre chose, a murmuré Pascal hésitant. Ton frère, il a présenté un projet de restructuration. La moitié des cadres que tu as engagés seront remplacés. Les bureaux de province vont être réduits. Et le projet canadien que tu défendais, abandonné. La douleur s'est alors transformée en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Ce n'était pas seulement ma carrière qu'ils détruisaient, c'était mon œuvre entière. Ils allaient défaire pièce par pièce tout ce que j'avais construit. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai croisé mon reflet dans une vitrine. Pour la première fois, j'ai vu les marques que ces années avaient laissées sur moi. Les rides profondes, les cheveux grisonnants, le regard fatigué. J'avais donné ma vie à cette entreprise, et maintenant elle me renvoyait usée et vide. J'ai passé devant la tour Eiffel illuminée, témoin silencieux de ma déchéance. Les touristes prenaient des photos, souriant à ce symbole éternel de Paris. Moi, j'avais perdu tous mes repères en un seul jour. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Allongé dans l'obscurité de mon appartement du 16e arrondissement, je fixais le plafond, tandis que les souvenirs de sacrifice et de triomphe se tordaient en amertume. L'injustice me rongeait l'âme. Chaque respiration semblait une insulte. Comment pouvait-il tout m'arracher et s'attendre à ce que j'accepte avec grâce? Par la fenêtre entr'ouverte, les bruits nocturnes de Paris entraient comme des intrus. Klaxons lointains, rires d'inconnus rentrant d'une soirée, le sifflement occasionnel du vent entre les immeubles haussmanniens. Cette ville que j'aimais, tant me semblait soudain hostile, complice silencieuse de ma disgrâce. Je me suis levé, incapable de rester immobile plus longtemps. Dans mon bureau personnel, j'ai allumé mon ordinateur. Les chiffres, les rapports, les projections, tout ce qui avait constitué l'ossature de ma vie défilait sous mes yeux. Chaque ligne, chaque graphique représentait des heures arrachées à ma vie personnelle, des moments que je ne récupérerai jamais. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et en ai sorti la photo encadrée. Emmanuel, Alexandre et Sophie, lors de nos dernières vacances ensemble en Bretagne, 10 ans plus tôt. Des visages souriants sur une plage battue par le vent. Quelques semaines après, Emmanuel demandait le divorce. « Tu vis pour ton travail, pas pour nous », m'avait-elle dit. À l'époque, je n'avais pas compris, ou plutôt je n'avais pas voulu comprendre. Les heures s'étiraient, et quelque part, entre minuit et l'aube, la colère s'est transformée en lucidité. Il m'avait sous-estimé, encore une fois. Il me voyait comme quelqu'un d'obéissant, comme quelqu'un qui accepterait l'humiliation en silence. Mais il se trompait. Je ne déclencherais pas une guerre puérile. Non, je leur ferais regretter leur décision avec la précision d'un chirurgien. J'ai commencé par appeler Laurent, mon ami d'école de commerce devenu avocat d'affaires. « Retrouve-moi au petit déjeuner », lui ai-je dit. J'ai besoin d'explorer mes options. Puis j'ai contacté Valérie, responsable des ressources humaines, qui me devait sa carrière. « Prépare-moi discrètement la liste des clauses contractuelles de tous nos cadres principaux. » Enfin, j'ai envoyé un message à Jean-Philippe, notre directeur financier qui détestait cordialement mon frère depuis toujours. Vers 4 heures du matin, j'ai ouvert mon coffre-fort personnel et en ai sorti un dossier rouge que j'avais constitué 5 ans auparavant.
une assurance, au cas où. À l'intérieur se trouvaient des copies de contrats jamais présentés au conseil, des preuves de négociations parallèles que j'avais menées en secret, des contacts privilégiés que j'avais cultivés. Mon père et mon frère n'avaient jamais soupçonné que je puisse anticiper leur trahison. Au lever du jour, alors que les premiers rayons de soleil éclairaient les toits de Paris, un plan s'était formé, précis et impitoyable. Je ne me contenterai pas de récupérer ce qui était mien. Je leur montrerai exactement ce qu'ils avaient acheté. J'ai pris une douche froide, laissant l'eau glacée emporter les dernières traces de faiblesse. En me rasant, j'ai étudié mon visage dans le miroir. Les cernes sous mes yeux témoignaient de la nuit blanche, mais mon regard avait changé. La blessure était toujours là, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Sur mon chemin vers le petit café où Laurent m'attendait, je me suis arrêté devant la boulangerie de Monsieur Tellier. Comme chaque matin depuis 20 ans, j'y ai acheté un pain au chocolat. Mais aujourd'hui, sa saveur était différente, plus intense, presque amère, comme si mes sens s'éveillaient après un long sommeil. La serveuse du café m'a reconnu. Comme « D'habitude, Monsieur Durand ?» J'ai secoué la tête. « Non, Céline, aujourd'hui un double espresso. La journée sera longue. » Laurent était déjà installé, son ordinateur portable ouvert devant lui. Son expression m'a confirmé ce que je savais déjà. La bataille serait difficile, mais pas impossible. « Tu as été loyal envers eux pendant trop longtemps, » m'a-t-il dit en me serrant la main. « Il est temps qu'ils découvrent ce que signifie te compter parmi leurs ennemis. » J'ai souri pour la première fois depuis l'annonce, un sourire qui ne reflétait aucune joie, juste une résolution froide. « Prépare les documents. Aujourd'hui, nous commençons. » En me rendant au bureau, j'ai pensé à cette expression que mon père répétait souvent. « Les affaires ne sont pas une question de sentiment. » Aujourd'hui, je lui montrerai à quel point il avait raison. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau tôt, vêtu de mon costume le plus impeccable, chaque geste calculé. J'ai salué le personnel avec chaleur, masquant le feu qui brûlait sous la surface. Le gardien, M. Pelletier, m'a regardé avec surprise. « Déjà là, Monsieur Durand, après la réunion d'hier, je pensais que vous prendriez quelques jours. » J'ai souri. La vie continue, n'est-ce pas? Il a hoché la tête sans comprendre que je venais d'énoncer une menace, pas une platitude. Dans l'ascenseur, j'ai croisé Nathalie, directrice marketing que j'avais personnellement recrutée chez notre principal concurrent il y a 2 ans. Son regard trahissait un mélange de compassion et d'inquiétude. « J'ai entendu la nouvelle », a-t-elle murmuré. « C'est injuste. » J'ai posé une main sur son épaule. « Parfois, l'injustice ouvre des portes insoupçonnées », ai-je répondu. « Déjeunons ensemble aujourd'hui. J'ai passé la matinée à planter des graines. Conversation discrète avec des dirigeants clés, déjeuner stratégique avec les principaux clients. Je n'avais pas besoin d'en dire beaucoup. Mon absence soudaine du leadership avait déjà semé le doute. J'ai rencontré le PDG de Lazare Digital, notre plus gros client, sous prétexte de lui présenter mon frère. Étienne n'est jamais venu. J'avais délibérément programmé ce rendez-vous pendant sa réunion avec les actionnaires minoritaires. Je suis désolé pour ce contretemps, ai-je dit à Bernard Lazare. Mon frère est, disons, en période d'adaptation. Bernard, que je connaissais depuis 15 ans, m'a regardé fixement. « Philippe, parlons franchement. Ces changements m'inquiètent. Notre contrat arrive à échéance dans 3 mois. Je préfère traiter avec des gens que je connais, qui comprennent nos besoins. » J'ai saisi l'occasion. « Bernard, je comprends votre inquiétude. Permettez-moi de vous présenter une alternative qui pourrait vous intéresser. » Je lui ai parlé de ma nouvelle structure, celle que j'avais secrètement préparée des années auparavant. Il a écouté attentivement, intrigué par ma proposition. De retour au bureau, j'ai commencé à extraire des fichiers critiques, à répertorier les projets et les relations que j'avais personnellement établis. Discrètement, j'ai transféré des comptes clés vers une holding privée que j'avais créée des années plus tôt, juste au cas où. J'étais méticuleux, prenant soin de ne pas déclencher d'alarme. Pas d'action précipitée, pas de rébellion évidente, juste un démantèlement calme et stratégique. À midi, j'ai déjeuné avec Nathalie sur la terrasse d'un petit restaurant de Neuilly, loin des lieux habituels fréquentés par nos collègues. Je pars créer ma propre structure, lui ai-je annoncé sans préambule. Et j'aimerais que tu viennes avec moi. Ses yeux se sont écarquillés. Tu es sérieux? Quitter le groupe maintenant? Ce n'est pas moi qui l'ai quitté, Nathalie. On m'a écarté.
Maintenant, je vais leur montrer ce que cela signifie vraiment de me perdre. » Elle a hésité, pesant les risques. « Et si ça ne marche pas? J'ai déjà assuré le financement initial, j'ai des contacts avec les meilleurs clients. Et j'ai quelque chose que mon frère n'aura jamais, la confiance de l'équipe. J'ai sorti un contrat de mon porte-document, 6 mois de salaire garanti, quoi qu'il arrive, et une participation au capital dès le départ. » Avant la fin du repas, elle avait signé. Le premier domino venait de tomber. L'après-midi, j'ai rencontré Jean-Philippe, notre directeur financier, dans un café discret près de l'Opéra. À 60 ans, il approchait de la retraite et n'avait plus rien à prouver. « Ton frère veut me remplacer par son jeune protégé de HEC, m'a-t-il confié. Il pense que je ne le sais pas encore. Je lui ai offert un rôle de conseiller dans ma nouvelle structure, avec des horaires flexibles et une rémunération généreuse. J'ai besoin de ton expertise, Jean-Philippe. Pas à plein temps, juste pour m'aider à démarrer correctement. » Quand je suis revenu au bureau en fin d'après-midi, j'ai croisé mon frère dans le couloir. Son visage affichait déjà les signes de stress, ses cheveux ébouriffés trahissant une journée difficile. « Ah Philippe, justement, je te cherchais. Le contrat Lazare, Bernard m'a semblé distant au téléphone. Tu pourrais… » J'ai souri poliment. « Bien sûr, Étienne, je vais m'en occuper. » Je n'ai pas précisé comment exactement j'allais m'en occuper. Dans mon bureau, j'ai finalisé les derniers détails de mon plan. J'ai envoyé des emails cryptiques à certains fournisseurs clés, suggérant une réunion pour discuter de l'avenir. J'ai sauvegardé les contacts de tous nos freelanceurs et experts externes sur mon disque personnel. Ces relations, construites sur la confiance et des années de collaboration, valaient plus que n'importe quel contrat formel. À la fin de la journée, les fondations de l'empire qu'ils pensaient contrôler s'étaient déplacées sous leurs pieds. Ils ne le savaient pas encore. En quittant le bâtiment, j'ai jeté un dernier regard à ce qui avait été ma vie pendant 3 décennies. Demain, la vraie bataille commencerait. En une semaine, les fissures ont commencé à apparaître. Mon téléphone sonnait constamment. Tantôt un client inquiet, tantôt un partenaire hésitant. Je travaillais désormais depuis un espace de coworking à Saint-Germain-des-Prés, un lieu lumineux qui contrastait avec les bureaux austères du siège familial. Chaque matin, je recevais des messages de mes anciens collègues. « Le service, comptabilité est en panique », m'écrivait Virginie. « Personne ne retrouve les contacts pour l'audit trimestriel. » J'ai souri en lisant cela. Ces contacts étaient soigneusement rangés dans mon nouveau bureau. Le 3e jour, Bernard Lazare a officiellement résilié son contrat avec l'entreprise familiale. Le communiqué était diplomatique mais sans équivoque. Suite à des changements de direction, nous préférons explorer de nouvelles collaborations. Le lendemain, sa société signait avec ma nouvelle structure, Horizon Digital. L'accord représentait 30% du chiffre d'affaires que j'avais laissé derrière moi. J'ai appris par mes sources qu'Étienne avait passé une nuit entière au bureau, tentant désespérément de comprendre comment renouer avec les clients qui s'éloignaient. Mon père, qui s'était retiré dans sa maison de Normandie après l'annonce de la succession, était revenu précipitamment à Paris. Les actionnaires s'agitaient, le cours de l'action avait chuté de 12% en 5 jours. Pendant ce temps, mon équipe grandissait. Nathalie avait convaincu 3 de ses meilleurs collaborateurs de nous rejoindre. Jean-Philippe avait discrètement orienté 2 investisseurs vers nous. Même Marie-Claire, ma fidèle secrétaire depuis 20 ans, avait donné sa démission pour me suivre. « Je préfère travailler pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait », avait-elle simplement déclaré. Le vendredi, exactement 10 jours après mon éviction, mon père m'a appelé. Sa voix, habituellement si assurée, tremblait légèrement. « Philippe, il faut qu'on parle. » J'ai accepté une rencontre, non pas au siège de l'entreprise, mais sur terrain neutre, le jardin du Luxembourg. Un lieu public où les émotions devraient rester contenues. Je l'ai trouvé assis sur un banc près du grand bassin, les enfants faisant naviguer leurs petits bateaux autour de lui comme si le monde n'avait pas changé. Il avait vieilli de 10 ans en 10 jours. Son costume, pourtant impeccable comme toujours, semblait trop large pour ses épaules voûtées. « Tu as bien manœuvré », a-t-il dit sans préambule. « Je ne pensais pas que tu réagirais ainsi. » J'ai gardé le silence, observant un petit garçon qui tentait de diriger son voilier miniature contre le vent. Mon père a continué, mal à l'aise, face à mon mutisme. Le conseil se réunit lundi. Ils veulent revenir sur leur décision. Étienne est dépassé. Les clients partent, les employés démissionnent. C'est le chaos. J'ai finalement tourné mon regard vers lui.
Et tu penses que je vais simplement revenir comme si rien ne s'était passé? Il a soupiré. Je pensais que c'était ce que tu voulais. Reprendre ta place. Ma place? J'ai ri, doucement. Ma place n'a jamais été celle que tu m'as assignée, père. Ma place, je l'ai créée moi-même. Et maintenant, je préfère être le capitaine de mon propre navire plutôt que le second du tien. Son visage s'est durci. Tu es prêt à détruire l'héritage familial par orgueil? Non, par justice. Tu m'as appris que dans les affaires, il n'y a pas de place pour les sentiments. Je t'ai cru pendant 30 ans. Ne t'étonne pas que j'applique enfin la leçon. Quand le conseil d'administration s'est réuni le lundi suivant, j'étais invité. Cette fois, non pas comme un fils ou un subordonné, mais comme une force qu'il ne pouvait plus ignorer. J'ai présenté mon portefeuille, montrant les projets, contrats et actifs que je contrôlais désormais. Sans eux, l'entreprise était paralysée. La salle était lourde de silence, tandis qu'ils réalisaient l'ampleur de leur erreur. Mon frère n'a pas assisté à cette réunion. D'après ce qu'on m'avait dit, il avait pris un congé pour raisons personnelles. En réalité, il s'était enfui dans sa villa de Saint-Tropez, incapable d'affronter le désastre qu'il avait contribué à créer. J'ai proposé une solution simple, une fusion entre leur entreprise et la mienne, avec moi comme PDG du nouvel ensemble. Les actionnaires ont accepté sans discussion. Mon père a signé les documents, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'il me cédait le contrôle qu'il avait si jalousement gardé pendant des décennies. Je n'ai manifesté ni jubilation, ni colère, juste des faits, froids et implacables. J'ai observé mon père tandis qu'il me remettait le stylo Mont-Blanc, avec lequel il avait signé tous les grands contrats de sa carrière. Un passage de témoin tardif, arraché plutôt qu'offert. Il n'a pas croisé mon regard, et je me suis demandé s'il ressentait enfin ce que j'avais éprouvé toute ma vie, l'invisibilité aux yeux de quelqu'un dont on cherche désespérément l'approbation. Après tout cela, j'avais le pouvoir de les détruire complètement, mais je ne l'ai pas fait. J'ai reconstruit l'entreprise, cette fois selon mes propres conditions, libéré des chaînes de l'obligation familiale. J'ai récompensé la loyauté, investi dans l'innovation et créé une culture de respect et de résilience. Le nouveau siège social que j'ai installé dans un ancien hôtel particulier du Marais reflétait ma vision. Alliance d'histoire et de modernité, de tradition et d'audace. Les murs en pierre du XVIIe siècle abritaient désormais des espaces de travail ouverts, des salles de réunion transparentes et un atrium baigné de lumière naturelle. Chaque détail incarnait ce que j'avais toujours voulu créer. Un lieu où les idées circulaient librement, où le mérite l'emportait sur les liens du sang. J'ai gardé mon père au conseil d'administration, mais uniquement comme figure de proue, témoin silencieux de l'empire qu'il avait tenté de confier à quelqu'un d'autre. Lors de sa première visite dans les nouveaux locaux, j'ai vu son regard s'attarder sur les distinctions que notre entreprise avait reçues en si peu de temps. Son expression restait indéchiffrable, mais pour la première fois, j'ai cessé de chercher son approbation dans ses yeux. Étienne a disparu dans l'obscurité, rappel de ce à quoi mène l'entitlement sans effort. Il a finalement vendu ses parts et s'est installé à l'étranger quelque part en Asie d'après ce qu'on m'a dit. Parfois, je recevais des cartes postales sans message, simplement signées d'un « E ». Je n'y répondais jamais. La vraie satisfaction n'est pas venue de la vengeance. Elle est venue de savoir que chaque succès à venir serait uniquement le mien. J'ai rebâti une équipe de dirigeants basée sur le talent, pas sur les relations familiales. Certains, anciens collègues, sont revenus. D'autres ont préféré rester à l'écart. J'ai respecté leur choix tout en gardant les portes ouvertes. Alexandre et Sophie, mes enfants que j'avais si longtemps négligés, ont manifesté un intérêt inattendu pour cette nouvelle phase de ma vie. Alexandre, architecte talentueux, a proposé de redésigner certains espaces du siège. Sophie, qui terminait son doctorat en psychologie organisationnelle, m'a offert son expertise pour repenser notre politique de ressources humaines. Je ne les ai pas poussés à s'impliquer davantage. Contrairement à mon père, je ne voulais pas projeter mes ambitions sur eux. Un soir, alors que nous dînions ensemble dans un petit bistrot près de Montmartre, Sophie m'a regardé avec intensité. « Tu sais ce qui est ironique, papa? Il a fallu que tu perdes l'entreprise pour que tu te retrouves toi-même. » Sa perspicacité m'a frappé. Elle avait raison. Pendant 30 ans, j'avais été prisonnier d'un rêve qui n'était pas vraiment le mien, cherchant une validation qui ne viendrait jamais. La trahison, aussi douloureuse fut-elle, m'avait finalement libéré.
J'ai également renoué avec Emmanuelle, non pas pour raviver notre relation, mais pour faire la paix avec notre passé. Lors d'un café maladroit mais nécessaire, elle m'a avoué. Je ne t'ai jamais reconnu dans cet homme obsédé par l'approbation de son père. Le Philippe que j'avais épousé était audacieux, indépendant. Son sourire était doux quand elle a ajouté « Je suis heureuse de voir que cet homme est revenu. » 6 mois après la fusion, j'ai invité mon père à déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans ce même restaurant où, des décennies plus tôt, il m'avait offert mon premier emploi dans l'entreprise. Le silence entre nous était lourd de tous les non-dits, de toutes les attentes déçues, des années de distance émotionnelle. « Pourquoi, Étienne ?» ai-je finalement demandé. Une question qui me torturait depuis si longtemps. Mon père a longuement contemplé son verre de vin avant de répondre. « Je te voyais tellement fort, tellement capable. Je pensais que tu n'avais plus besoin de moi, que tu réussirais quoi qu'il arrive. » Il a levé les yeux, croisant mon regard, pour la première fois avec une vulnérabilité que je ne lui connaissais pas. Étienne a toujours eu besoin de moi. Toi, jamais. J'ai compris alors l'ironie tragique qui avait façonné nos vies. Ma force perçue était devenue ma plus grande faiblesse aux yeux de mon père. En cherchant désespérément à prouver ma valeur, j'avais paradoxalement confirmé que je n'avais pas besoin de son soutien. 1 an plus tard, debout dans mon bureau, regardant le panorama parisien depuis la fenêtre, j'ai finalement ressenti quelque chose que j'avais poursuivi toute ma vie. La paix. Non pas parce qu'on m'avait donné ce qui m'était dû, mais parce que j'avais pris ce que j'avais mérité et construit quelque chose de plus grand avec. L'entreprise prospérait, mais plus important encore, j'avais redécouvert des parties de moi-même longtemps négligées. Je prenais désormais des week-ends entiers pour naviguer sur la Seine avec Alexandre ou visiter des expositions avec Sophie. J'avais commencé à peindre à nouveau, passion abandonnée depuis mes années d'étudiant. Le soir, en contemplant les lumières de la tour Eiffel qui scintillaient dans la nuit parisienne, je ne ressentais plus cette solitude glaciale qui avait été ma compagne pendant si longtemps. J'avais finalement compris que le véritable héritage n'était pas un nom sur un immeuble ou un titre sur une carte de visite. C'était la liberté de définir soi-même sa valeur sans attendre la validation de quiconque.